Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de l'anniversaire de la chaîne. On va parler un petit peu de notre actualité donc concernant le travail dans les champs et on va aussi parler d'une troisième actualité bien plus brûlante qui est celle qui se déroule en ce moment dans les Deux-Sèvres avec des manifestations et je pense que ça mérite que l'on en parle, que l'on creuse un petit peu le dossier et que l'on puisse peut-être vous apporter des éléments de réflexion et qui nous intéresse tous finalement, puisque c'est un enjeu, l'eau, qui va être certainement l'enjeu du siècle à venir, au milieu d'autres enjeux, mais celui-ci en particulier, et notamment pour le monde agricole, mais aussi pour la nourriture, car il ne faudrait pas qu'à une crise énergétique vienne s'ajouter une crise alimentaire, et visiblement, on est bien parti pour ça. Alors la première chose déjà, c'est les 1 an de la chaîne, là, hier, donc écoutez, c'est avec surprise qu'on a pu constater l'évolution des abonnés aussi rapide, grâce aussi à d'autres youtubeurs bien installés qui ont des chaînes qui tournent et qui sont voilà, très fair play et aussi très sympas pour aider des petits jeunes comme nous qui démarrons avec un objectif très particulier par rapport, je pense, aux autres chaînes agricoles, qui n'est pas de parler que de ce que l'on fait ou d'exposer du matériel ou des façons de faire, et de faire rêver beaucoup de gens qui s'intéressent au monde agricole, mais aussi des agriculteurs qui aiment aussi voir ce qui se passe chez les autres. Là, c'est plus une chaîne qui a un objectif de parler des réalités, à la fois techniques, à la fois de terrain, et peut-être faire un peu moins rêver, mais davantage dire comment ça se passe réellement pour nous, pour pouvoir servir aux agriculteurs, mais aussi et surtout aux personnes qui ne sont pas du monde agricole. Donc voilà, donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que de vous remercier ? Vous dire que la semaine prochaine, on va vous faire une vidéo spéciale pour vous dire un petit peu ce qu'on va vous proposer, en tout cas à tous ceux qui sont intéressés, puisque ça continue chaque semaine. Vous continuez à nous contacter de manière importante et je vous avoue que pour nous, c'est un peu compliqué parce que c'est une période intense. Cette fin d'année, toujours, hein, en gros, du 1er mars jusqu'au 30 décembre, on est à fond. Et donc, voilà, donc on va en parler la semaine prochaine. Mais dans cette vidéo actualité, je souhaitais aussi vous dire qu'on a terminé les semis. Donc là, ce matin, donc en ce dimanche, j'ai terminé les désherbages, puisque trouver des conditions pour désherber ces derniers jours, je vous avoue qu'on était nombreux à ne pas pouvoir le faire. Mais miraculeusement, il y a des agriculteurs qui, eux, arrivent à le faire en toutes conditions. C'est formidable, ils sont vraiment très performants, beaucoup plus que nous, qui sont peut-être trop exigeants. Et après, peut-être, on a été habitué à un degré de qualité pour faire notre pulvérisation peut être élevé, hein, qui fait que certains ont un degré inférieur visiblement. Et enfin voilà, je préfère pas en parler, mais assez sidéré. Contrôle des pièges encore ce matin en termes de pucerons, écoutez, peu ou pas d'évolution, beaucoup de coccinelles. Donc moi, tout ce que j'entends, tout ce que je peux lire dans la presse, etc., me sidère un petit peu cette notion de sécurisation et de systématisation qui ne correspond pas, je pense, à l'agriculture qu'on doit faire demain. Et il n'y a pas besoin d'être en agriculture biologique pour cela. Et je sais que bon nombre d'entre vous sont dans cette typologie-là. Tout comme des interventions sur des colzas là, qui ont eu lieu encore près de chez moi là, il y a quelques jours, par des conditions mais déplorables, et j'ai du mal à comprendre ce que l'agriculteur pouvait faire ce jour-là, contre quoi il venait lutter, et voilà pourquoi il est venu mettre un produit chimique par des temps pareils qui font que le produit, de toute façon, on en a tous profité, mais la culture, pas beaucoup. Donc voilà, donc c'est tout un problème, et on va essayer de continuer de parler vrai sur cette chaîne pour l'année à venir, et notamment en ce moment du sujet d'actualité qui se passe dans les Deux-Sèvres. Donc avec des appels à la manifestation d'organisations diverses et variées, on est même surpris de voir qui est présent dans ces manifestations-là. Donc manifestation contre la grande méga bassine, ça c'est le terme qui a été employé par l'appel à la manifestation à Sainte-Soline, hein, donc vous en entendez parler en ce moment dans les médias, un ouvrage dit pharaonique par les organisateurs de ces manifestations. En réalité, cette méga bassine, si on va l'appeler comme ça, c'est pas vraiment une méga bassine, c'est une réserve de substitution. C'est important d'employer des termes qui correspondent à la réalité. Elle fera une surface d'environ 16 hectares, ce qui n'est pas non plus la fin du monde, dans des sols où on ne peut pas faire autrement que d'étanchéifier. C'est pour ça qu'on appelle ça des bassines, mais en réalité, c'est la différence avec les réserves collinaires. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains cas, par les matériaux présents et la texture des sols présentes, argileuses, qui peuvent faire qu'on peut étanchéifier une réserve qui va être à ras le sol, en fait, qui va être comme un lac, finalement. Mais dans d'autres régions, on ne peut pas faire ça et on est obligé d'étanchéifier des choses comme une réserve sur les autoroutes pour les eaux pluviales, pour les stocker, pour éviter les pollutions, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose. Alors maintenant, toutes ces manifestations-là, on entend de tout. Il faut replanter des haies. Ils ont parlé que le département allait ressembler à une zone lunaire. Donc, c'est quand même des exagérations incroyables. Et on a des violences. Alors ça, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais
Déjà, quelle est la réalité? On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais la réalité, c'est qu'en gros, sur 100% de pluie que nous avons dans notre pays, on est un des pays qui a le plus de fleuves en Europe, j'en ai déjà parlé. On a environ 1,5% de cette eau qui nous sert à l'irrigation en France. Je parlais d'un département que je connais bien qui est la Marne. L'irrigation dans la Marne, ça équivaut environ à 7 mm de pluie, toute l'irrigation agricole de la Marne. Donc c'est quand même une réalité qu'il faut savoir avant de fantasmer sur des délires, de vider les nappes, etc. Ça fait déjà plus de 25 ans que les agriculteurs ont des normes avec des contraintes, ils payent l'eau, ils ont des quotas qui leur sont alloués, avec des compteurs d'eau qui sont contrôlés, vérifiés pour ceux qui ont des forages. Dans d'autres régions, en forant, il n'y a pas assez d'eau, voire il n'y en a pas du tout. Donc une des réflexions, c'est de dire, sur les 95% d'eau qui s'en vont à la mer et qui ne sont pas retenues ou stockées, c'est quand même dommage. Si on pouvait en retenir un petit peu pour pouvoir faire face aux périodes où cette eau manque, non pas qu'on en consomme plus, c'est que c'est une période où il pleut de moins en moins et où les cultures en place ont besoin d'eau. Et d'ailleurs, les idées par rapport aux différences entre les cultures ont besoin d'être un petit peu détrônées, c'est-à-dire qu'un maïs ne consomme pas plus d'eau qu'un blé, même moins au final, il est moins gourmand en eau. Un blé va être présent 9 mois dans l'année, il se trouve que le maïs va être présent 5 à 6 mois, et le problème c'est qu'il est présent à des moments où les gens ressentent la chaleur, ressentent un petit peu le manque d'eau, et ont du mal à comprendre que les agriculteurs arrosent à ce moment-là pour compenser la pluviométrie extérieure. Alors, c'est quand même quelque chose de dingue, c'est-à-dire qu'on est en ce moment dans une crise dite énergétique, qui est surtout une crise politique, une crise d'inflation, une crise de méga-groupes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de groupes mondialisés qui font la pluie et le beau temps à eux tout seuls et qui spéculent, puisqu'en fait on est tous victimes de spéculation. Mais il y a quelque chose qui arrive aussi en même temps que cette problématique, à la fois guerre en Ukraine, énergie, etc. C'est aussi des récoltes mauvaises dans de nombreux endroits de la planète. Les réserves mondiales en céréales n'ont jamais été si faibles depuis 15 ans, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et au lieu d'anticiper tout ça et de pouvoir en discuter posément, on n'y arrive pas. Alors on n'y arrive pas pour plusieurs raisons, parce que j'ai toujours pour objectif d'être équilibré. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour ces méga bassines, là, c'est encore une histoire, et je sais que ça ne va pas plaire, mais un petit peu syndicale. C'est-à-dire que certains agriculteurs, entre initiés, s'organisent, sans s'occuper des autres agriculteurs d'ailleurs, mais sans s'occuper non plus de la population. Il n'y a pas toujours d'échanges utiles. Nous avons eu le cas il y a quelques années où on a été contacté par des associations qui étaient contre la méthanisation, suite à une vidéo que nous avions faite, pour surtout s'adresser aux agriculteurs en disant « Sachez qu'il y a certaines choses dans la méthanisation qui pourraient poser problème ». C'était avant tout pour eux que cette vidéo avait lieu. Mais les associations finissent par se bourrer le mou les unes les autres et à fantasmer sur des histoires d'usines de méthanisation qui soient dangereuses, qui pourraient exploser, enfin bref, tout un tas de choses. Et pour les avoir rencontrés, je leur avais gentiment dit, sans aucune inquiétude de ma part, allez voir les agriculteurs, ils se feront un plaisir de vous expliquer leurs projets et ce qu'ils font. Sauf que dans la réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu fin de non-recevoir des agriculteurs en leur disant on n'a pas à justifier auprès de vous, etc. Et bien il se trouve, je pense, que pour ces bassines ou pour ces systèmes de réserve de substitution, parce qu'on va les appeler comme ça, l'idée c'est de stocker de l'eau de l'hiver, à un moment où les nappes parfois débordent ou même sont au niveau le plus haut de stock, ce qui ne sera peut-être pas le cas cette année au regard des besoins que nous avons déjà de remplir les nappes, et ce n'est pas un automne pluvieux pour l'instant, on est toujours en retard, donc peut-être que la réserve peut se faire, mais ne sera pas remplie, mais en tout cas il faut y réfléchir, puisque c'est quand même intelligent et pragmatique. Tous les gens qui ont des jardins d'ailleurs arrosent, et sans arrosage, ils savent très bien, pour ceux qui ont des potagers, et c'est sans doute pas le cas des gens qui vont manifester en ce moment, c'est certainement des gens qui n'ont même aucune notion de la réalité de ce qu'est la nature et comment essayer de produire de la nourriture par soi-même, et on se rend compte que l'eau, c'est la vie, tout simplement. Donc d'y réfléchir, ce serait important, mais pour ça, il faudrait sans doute pouvoir discuter. Donc les agriculteurs finissent par se carapacer un petit peu, se protéger, ne plus échanger vraiment, respecter les lois, les règles. Ça, c'est clair que toutes ces réflexions-là, c'est la même chose pour le barrage de Sivins, etc. Ça a toujours été dans le respect le plus absolu des règles légales pour qu'au final, l'État cautionne l'illégalité, c'est-à-dire des gens qui viennent manifester, qu'on ne sait pas d'où ils sortent, qui vont s'imposer sur le terrain par la violence, par des discours extrémistes, par des choses dont ils ne savent même pas de quoi ils parlent, et avec une mission catastrophisme, et avec derrière une mission de désordre qu'il faut assumer. Je pense que ces gens-là doivent assumer la notion de désordre qu'ils ont, et ils entraînent avec eux des gens qui sont parfaits, qui sont des gens bien, qui travaillent, etc., mais qui ne se rendent pas compte que ce qu'on leur dit, c'est des mensonges.
Alors, on va essayer de parler un petit peu de cette réalité-là. L'idée quand même, c'est que l'irrigation, en fait, ça a lieu à des périodes clés, c'est pas toute l'année déjà. On arrose à un moment où il y a des déficits en eau, où on sent que les plantes ont des stress. Il y a des sondes qui permettent de regarder si la plante ou le sol est en condition de stress, c'est-à-dire où finalement l'eau ne circule plus comme elle devrait et ne permet plus l'alimentation des plantes. Donc aujourd'hui, tout cela, les agriculteurs le font en général. Après, il y a une problématique qui est l'interdiction parfois des arrosages le week-end, des choses qui sont avant tout politiques, qui n'ont rien à voir avec la réalité technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les agriculteurs ont multiplié les achats d'outils pour arroser plus la semaine pour pouvoir arrêter le week-end. Donc ça, c'est déjà un non-sens. Parfois, comme je le disais en introduction, c'est le week-end où il y a le moins de vent, où les conditions d'arrosage sont les meilleures. Et évidemment, ils ne peuvent pas le faire. Donc résultat, toute la semaine, ils arrosent parfois quelles que soient les conditions, puisque un tour d'eau, ce qu'on appelle, sur une parcelle de 20 hectares, arroser ces 20 hectares-là avec des enrouleurs ou des systèmes classiques qui ne sont pas des pivots, ça prend une semaine, par exemple. Je donne un exemple qui n'est pas toujours réel, mais c'est pour donner une explication. C'est ça un tour d'eau, c'est faire cette semaine-là pour arroser les 20 ou 25 mm qu'on va apporter. Le fait d'interdire aussi l'arrosage le week-end a conditionné certains agriculteurs à mettre des quantités en millimètres plus importantes, qui parfois ne respectent pas les capacités de stockage de leur sol. Parfois, les outils aussi sont un peu moins chers. On essaye de prendre les outils pour en avoir plusieurs qui soient de qualité moindre qu'un pivot. Un pivot, vous savez, c'est une espèce de système métallique là, qui arrose par vraiment une belle qualité de brouillard tout autour de la parcelle en circulaire. Ça peut être aussi des rampes frontales qui vont avancer comme ça, donc c'est des rampes complètes. La différence avec l'enrouleur, ce qu'on appelle, donc, qui est une bobine de tuyau que l'agriculteur déroule et qui revient à un rythme calé avec un canon qui fait comme ça sur une bande de 50, 60, 70 mètres et qui fait en fait une passée d'arrosage avec une violence de l'eau plus forte, avec une valorisation de l'eau moins bonne et au final une consommation d'eau plus importante. Et il n'y a aucun travail de fait par les gouvernants depuis des décennies pour améliorer ça, pour plutôt aider les agriculteurs dans ces investissements plus coûteux, de faire de la qualité dans l'arrosage pour économiser de l'eau. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, mais personne n'est fait. Alors ensuite, les réserves. Les réserves, c'est évidemment avant tout un message qui a été politisé, malheureusement. Et d'ailleurs, certains syndicats qui aujourd'hui sont pour ça ont été ceux qui étaient contre il y a 10 ou 15 ans dans certaines régions. Il ne faut pas oublier en ce moment, quand nous on s'inquiétait de la pluviométrie il y a quelques semaines, d'ailleurs je reconnais et je vous fais un peu un mea culpa que j'étais un petit peu dans mon monde et dans le monde de nos régions, des gens avec qui on suit, et en voyant vos témoignages, j'ai vu que certains ne pouvaient pas semer parce qu'en fait ils étaient en sécheresse. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, dans beaucoup de régions, on est en sécheresse. Et si on ne se pose pas ces questions-là avec la suffisance habituelle dont on fait preuve, c'est-à-dire en se disant ça va s'arranger au printemps, etc., évidemment, ce n'est pas la réalité. Donc la mise en place de réserves est évidemment quelque chose d'important. C'est sans doute une solution d'avenir de stocker de l'eau de l'hiver pour l'utiliser, avec parcimonie bien sûr, au printemps. Et dans ce cas-là, il doit y avoir évidemment tous les agriculteurs qui soient intégrés dans ce raisonnement-là. Et pour avoir vu de l'argent public qui a été mis il y a quelques années pour pomper dans des canaux locaux par exemple, pour finalement faciliter à certains agriculteurs, et j'insiste bien malheureusement parce que c'est un peu des fois un délit d'initié. Il n'y a que les gens qui sont à l'intérieur de certains systèmes qui sont informés de cela. Ça n'est pas toujours ouvert à tous. Je donne un exemple, j'ai repris une ferme il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le monsieur était adhérent à un syndicat important, il reçoit aujourd'hui tous les ans des formations de la Chambre d'agriculture. Étant en retraite, je n'ai jamais reçu, depuis 25 ans que je suis installé, un courrier de la Chambre d'agriculture pour me proposer des formations l'hiver. Et ce n'est qu'un exemple, bien d'autres informations qu'il reçoit aujourd'hui, même étant en retraite, je ne les ai jamais eues. Donc en réalité, le monde agricole est quand même aujourd'hui un petit peu un monde qui parfois finit par être de l'entre-soi. Et ces gens-là, quand ils mettent en place des choses, malheureusement, ils font un peu fi de l'opinion publique ou ils ont manqué d'explications. Je pense sincèrement qu'on a un rôle de communication pour expliquer vraiment la réalité de ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et aussi peut-être se dire qu'on n'est pas seul au monde, comme ceux qui peuvent traiter n'importe quand, on en a déjà parlé, mais c'est la même chose pour l'arrosage. Il y a un moment donné, peut-être que dans certaines conditions, il faut accepter que nos résultats ne soient plus au niveau qu'ils étaient et ne plus aller vers l'extrême et le systématique avec des cultures qui sont développées derrière la mise en place d'irrigation qui ne correspondent plus au terroir, mais simplement parce qu'on a l'irrigation, on est capable de faire ça. Et là, c'est donc un moyen supplémentaire et c'est donc une intensification supplémentaire. Alors moi, je me fais l'avocat du diable dans tout ce que je dis là. J'ai toujours été favorable à l'irrigation. Il y a beaucoup de régions qui aujourd'hui seraient des déserts, comme les régions où on a fait du drainage. Si on n'avait pas drainé certaines régions de France, aujourd'hui, ce seraient des déserts. Ce seraient des forêts, ce seraient des endroits où il n'y aurait pas d'activité humaine dans certains cas. Donc il faut bien quand même être conscient de ça. Et là, aujourd'hui, où je parle de dialogue, il y a beaucoup de dialogue qui est devenu impossible depuis déjà
15 ans. Pourquoi? Parce que peut-être que la profession a accepté parfois certaines conditions, comme ne pas arroser le week-end sans expliquer, etc. Mais c'est quoi ça? C'est de l'apparence. C'est faire joli, faire croire qu'il n'y a pas de canon dans la plaine le week-end et puis que la semaine, il y en a beaucoup plus. C'est quoi ce cinéma-là? On est des professionnels. Les agriculteurs ne doivent pas courber le dos. Donc aujourd'hui, on courbe le dos dans ce qui se passe aujourd'hui et les gouvernements ne se positionnent pas, puisque récemment, il y a eu une réunion du comité de rénovation des normes agricoles qui se réunissait là, vendredi dernier pour parler un petit peu du décret du 1er août concernant la gestion des ressources en eau. Et qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est que les promesses qui avaient été faites par le président en place actuellement, sur tous ces aspects-là, prévoir un petit peu, donc c'est un cheminement, sans doute un plan Marshall sur les 20 ans à venir. C'est pas quelque chose que les agriculteurs peuvent faire sans aide extérieure, sans un accord aussi de la société, sans que tout le monde prenne conscience que ça va être nécessaire. Évidemment, les dérives en Espagne ou dans d'autres pays montrent que l'irrigation n'est pas la solution si on la fait ensuite n'importe comment. Mais commencer à préparer des réserves pour pouvoir juste continuer, ne serait-ce qu'à avoir la même activité qu'aujourd'hui, ce serait déjà bien. Ce qu'il faudra empêcher, c'est les dérives qui vont s'en suivre de l'irrigation, la méthanisation faisant partie. Si on a de l'irrigation, on peut donc faire plus d'interculture à des moments où finalement on ne pouvait pas trop le faire. Et ça, c'est un risque. Mais ça, c'est un autre dossier. Pour l'instant, la vraie question, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ont constaté les gens à cette réunion du comité de rénovation des normes agricoles? C'est que toutes les promesses faites, c'est machine arrière toutes. C'est-à-dire que là, même discours presque que les manifestants actuels en disant « Ah oui, non, mais non, il ne faut pas toucher à la réserve en eau, etc. » Et pendant ce temps-là, l'activité humaine n'a jamais été aussi délirante sur ses besoins en eau. Même chacun individu d'entre nous devons réfléchir à notre usage de l'eau et pas uniquement les agriculteurs. Et cette société qui sans arrêt reporte ses carences sur le monde agricole, et je conclurai là-dessus, il va falloir qu'elle se pose les vraies questions. Toujours vouloir expliquer aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire sans soi-même être capable de faire le minimum. Que ce soit les déchets dans les champs, on en ramasse à la pelle, des masques, j'étais à 79 masques il y a encore récemment là, à compter qu'on ramassait dans les champs, les canettes de bière, etc. On peut en faire un livre, sans parler du manque de respect de nos propriétés privées, où sans arrêt des gens viennent en véhicule, en quad, dans tout ce que l'on veut. Tous ces aspects-là, ça pose des vraies questions. Et si demain on se met à s'affronter les uns envers les autres, sans parler de ce que l'on subit en termes de vol, de dégradation, etc., il faut que la société pense à une chose importante, c'est quand même qu'on a la chance d'être un pays autosuffisant et par rapport aux agriculteurs, une certaine reconnaissance serait la bienvenue pour justement ne pas aller déplacer ce que l'on ne veut pas chez nous ailleurs, dans des pays où l'Espagne en est l'exemple, où c'est catastrophique ce qui se passe là-bas. D'avoir des légumes européens qui viennent majoritairement d'Espagne ou du Portugal, le pays il est en train de se transformer en désert. Tous les moyens sont bons, on est en train de réfléchir à désaliniser l'eau de mer, etc., à récupérer les eaux des villes pour les rendre utilisables en irrigation pour les légumes. C'est quand même des choses qui posent des questions, parce que tout ça, ça va demander des moyens énormes. La France n'est pas du tout dans cette typologie-là, elle a la chance d'avoir des fleuves, un des pays d'Europe les plus arrosés en termes de fleuves. On doit pouvoir en détourner une petite partie intelligemment, qui va représenter, je le rappelle, peut-être au plus haut 5% de l'eau totale qui tombe du ciel. Donc il faut qu'on retombe un peu les pieds sur terre, c'est bien le cas de le dire, pour se dire les choses calmement. Donc tout ce qui se passe, et je conclurai là-dessus en ce moment-là, c'est inadmissible. C'est cautionné par de la politique, puisqu'il y a énormément de mouvements là derrière, avec une volonté encore une fois de chaos, comme si le chaos apportait des choses positives, de la sérénité. Par contre, les agriculteurs eux-mêmes, ceux concernés là, doivent réfléchir s'ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Je ne parle pas légalement, je parle en termes de communication, de respect des autres, de temps aussi. Je pense qu'on a du temps. Il y a peut-être d'urgence indirecte. Oui, il y a des urgences, parce que s'il y a encore une année de sécheresse, ça va être compliqué, etc. Mais c'est sûr qu'on va en avoir certainement une et peut-être encore une autre après. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'urgence pour autant. Il faut faire les choses bien et dans la durée et assumer sans doute avec des aides collectives ce qui va se passer si jamais on a des mauvaises années culturelles. Mais c'est important quand même. On ne peut pas aller aussi vite que ça et sauver quelques-uns. Quand on voit le peu de personnes que ça va concerner, finalement, on se dit tout ça pour ça. Donc moi, je crois plus à des grands plans d'ensemble où on va réfléchir vraiment ensemble, on va prendre le temps, ça se fera peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, mais quelque chose qui soit accepté aussi par la société. Et je conclurai en vous disant, je prends l'exemple de la Suisse, où aujourd'hui il y a des aides au niveau agricole très importantes, plus de 70% du revenu des agriculteurs suisses dans certains cas
est basé sur des subventions, mais ces subventions sont votées par le Parlement tous les 5 ans. Il y a vraiment une nation derrière tout ça qui dit, voilà, nous on est d'accord, on veut que nos agriculteurs aient un rôle autre que la production. Et d'ailleurs, ils ont souvent un rôle de production infime. Quand on discute avec eux, c'est toujours choquant pour nous qui sommes obsédés par la production en fin de compte. Hein. Eux, c'est pas du tout le cas. Entretien du paysage, déneigement, voilà, golf, etc., etc. C'est très très particulier, mais en même temps, ils ont l'aval de la société. Et peut-être que nous, on va avoir besoin de l'aval de la société puisqu'on représente presque rien au niveau population. Et pourtant, on occupe une grande partie du territoire et on doit en être conscient. Hein, donc voilà, si on ne fait pas cette introspection-là, je pense qu'on ne trouvera pas des bonnes solutions et ce qui peut se passer peut être grave et être aussi le déclencheur de bien d'autres événements plus importants et plus inquiétants. Voilà les amis, donc je ne sais pas si j'ai pu vous apporter des réponses, en tout cas c'est des réflexions et parfois je me fais l'avocat du diable volontairement pour qu'on soit tous pas dupes, à la fois nous professionnels, puisqu'on est avant tout des professionnels et je le rappelle, et peut-être qu'autour de nous, il y a des agriculteurs aussi qui doivent réfléchir un peu plus large, regarder un peu autour d'eux pour être un petit peu moins poussez-vous de là, je suis, voilà, moi c'est comme ça. Non, 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 c'est fini ça. Ça c'était avant, maintenant c'est terminé. Et puis les gens de la société civile qui nous regardent, bah, qui soient un petit peu plus en phase, un peu plus empathiques aussi, qui se posent les bonnes questions. Et cette chaîne est là pour ça. Essayez de vous répondre à vos questions et ne pas dire par exemple le maïs, vous vous rendez compte, voilà, non, non, ça. Enlevez-vous ça d'idée, tout à fait. Le maïs est moins consommateur d'eau qu'une céréale. Voilà, je prends l'exemple aussi du tournesol, hein, et je conclurai là-dessus, parce qu'à force de le dire, je ne vais pas y arriver. Mais je discutais avec un industriel récemment qui m'a expliqué qu'ils avaient modifié toutes les recettes de leur sauce, et il n'y a plus d'huile de tournesol dedans. Donc on est tous en train de basculer vers du tournesol, beaucoup d'agriculteurs, du fait du coût des engrais, etc. Il y a une volonté d'aller sur cette culture-là qui avait, je dis bien avait, des prix attractif à nouveau et qui permettait d'envisager de la refaire même si elle fait des faibles volumes et donc c'est par le prix qu'on peut compenser des faibles niveaux de production. Eh bien il se trouve que voilà, les industriels peuvent s'en passer aujourd'hui pour se rabattre sur le colza qui elle est beaucoup plus gourmande, beaucoup plus consommatrice finalement. Vous voyez, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que si demain on ne travaille pas un peu tous ensemble, je pense que les agriculteurs vont sans arrêt être ballottés d'un droite et de gauche, se faire critiquer par des gens qui ne savent pas les réalités, qui d'ailleurs dans leur comportement ne travaillent pas toujours en faveur de l'environnement et de leurs agriculteurs nationaux, ça c'est aussi une réalité. Et puis la notion un peu politisée de tout ça qui fait qu'il y a beaucoup d'argent public qui est gaspillé, pas contrôlé, pour des choses qui emmènent les gens dans le mur et il est temps qu'on revienne à des réalités. Voilà, alors en espérant que tout ça, ça se calme, parce que c'est très important que ça se calme et que ça aille dans le bon sens. Voilà les amis, donc prochainement on revient vers vous avec Mathieu d'ailleurs, pour vous parler de notre projet pour la chaîne. Je vous remercie encore pour tout ça, parce que c'est inespéré et c'est pas forcément voilà, la volonté absolue. On fait ça en plus de notre travail et je vous avoue que c'est parfois compliqué. Donc on va essayer de trouver des solutions pour ne plus avoir à passer autant de temps dans les réponses, etc. pour que les gens qui posent des questions soient conscients qu'il faut sans doute dans l'avenir qu'ils fassent partie de l'ensemble des partenaires et je vous expliquerai pourquoi. Voilà les amis, à bientôt!